situation au Sénégal a inquiété plus d'un. En dehors du pays, la communauté internationale a appelé au calme. Depuis le 3 mars dernier, l'opposant Ousmane Sonko avait été arrêté pour trouble à l'ordre public. Une arrestation intervenue alors qu'il se rendait à la convocation du juge dans l'affaire d'accusation de viol, des accusations portées contre lui par une employée d'un salon de beauté de Dakar, Adji Sarr. Et depuis, il y a eu des violentes manifestations, des manifestations qui ont entraîné mort d'hommes. On parle du côté d'Amnesty International de 8 morts, tandis que du côté de PASTEF, on évoque 10 morts. Le pouvoir a officiellement annoncé au moins 5 morts. Finalement, Ousmane Sonko a été inculpé mais laissé en liberté. Le président Macky Sall s'est exprimé. Nous allons faire le tour de cette actualité avec nos invités. D'abord, Maître Jacques Brice Momnougui, qui est consultant pour la Tribune du Mardi. Bonsoir. Aziz, et merci pour la traditionnelle invitation. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Bordeaux, panafricaniste, défenseur des droits humains et également consultant pour la Tribune du Mardi, votre rendez-vous qui fait un décryptage de l'actualité avec des points de vue, bien sûr, qui tiennent compte de toutes les sensibilités. Il y a aussi une dame, Madame Bigué Ndiaye, qui est présidente de Sahel Urgence Climat. Madame Bigué Ndiaye est ingénieure système, qualité, sécurité, environnement. Elle connaît très bien l'actualité politique du Sénégal, puisqu'il s'agit de son pays. Bonsoir. Bonsoir Aziz. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Mais c'est nous qui vous remercions d'avoir répondu à cette invitation. Et il y a également Ndial Pali Gueye, qui est journaliste indépendant au Sénégal. Bonsoir, Monsieur Gueye. Bonsoir, merci de me donner l'opportunité d'échanger avec vous et le monde entier. Mais écoutez, c'est nous qui sommes heureux de vous compter parmi nous. On évoquera aussi pour la seconde partie de cette émission la situation en Guinée équatoriale avec cette explosion survenue à Bata, la capitale économique, qui a fait finalement au moins 98 morts, une explosion de munitions lourdes qui se trouvaient malheureusement gardées non loin de fermes agricoles d'où le feu serait parti. Mais d'abord, la situation au Sénégal avec un tour des kiosques rapide avant d'écouter tout à l'heure un extrait du discours du président Macky Sall. À présent, avec l'Observateur, justice rendue par le peuple, violence et voie de paix, Macky, Sonko et les discours d'apaisement. Et justement, de cette actualité, il est question avec le Sud Quotidien. Manifestation violente liée à l'affaire Sweet Beauty, Macky joue la carte de l'apaisement. Quant à Sonko avec Wolf Quotidien, il lance plutôt sa révolution. L'enquête évoque le même sujet, manifestation, mort et pillage, une paix amère. Et le Quotidien qui revient sur le même titre. Sortie de Macky et Sonko, heure de parole. Le chef de l'État appelle au calme et annonce des réponses pour les jeunes. Quant au leader de PASTEF, sous contrôle judiciaire, il accuse Macky de haute trahison et réclame sa démission. Les forces de l'ordre, pour leur part, chargent les manifestants à la place de la nation. À la une du Soleil, le numéro 1 sénégalais Macky Sall. Le président, s'adressant aux jeunes manifestants, dit, le journal cite, « Je vous ai compris ». Et enfin... Je vous ai compris, c'est ce qu'on a retenu de l'adresse du président Macky Sall, surtout à la jeunesse. Et voici donc un extrait de sa déclaration. J'ai souhaité m'adresser à vous ce soir pour vous entretenir de la situation qui prévaut dans notre pays. Nous sommes tous témoins des manifestations d'une rare violence qui ont éclaté ces derniers jours à Dakar et dans d'autres localités, causant des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Ce soir, mes pensées vont d'abord aux victimes de ces malheureux événements et à toutes les personnes, physiques et morales,
impactés par les manifestations. Je salue la mémoire des défunts et présente mes condoléances à leurs familles. Je souhaite prompt rétablissement aux blessés. Nous sommes une seule famille, unie par une histoire qui nous assigne un destin commun. Chaque vie perdue est un deuil pour la nation. C'est pourquoi l'État viendra en aide aux familles endeuillées et facilitera l'accès aux soins des blessés. Devant tant de violences inouïes, où des enfants et des femmes ont été mis de façon organisée en première ligne dans les scènes de casse et de pillage, nos forces de défense et de sécurité ont fort heureusement fait preuve de professionnalisme, de discernement et de retenue. Autrement, le bilan aurait été plus lourd. Nous avons vu des édifices publics et des symboles de l'État attaqués, des commerces et autres biens privés pillés et réduits en cendres. Ce sont des années d'investissement et de dur labeur qui ont été anéantis. Rien, ni aucune cause ne saurait justifier ces actes regrettables. Chacun avec ses choix et ses opinions, dans le respect des autres, nous pouvons et devons régler nos divergences autrement que par la violence destructrice. Parce que, quels que soient nos choix politiques et nos ambitions, nous sommes une seule famille et nul d'entre nous ne peut avoir un destin séparé de celui de la nation sénégalaise. Nous sommes une seule famille. Le président Macky Sall a tenu un discours qui a eu pour objectif d'apaiser les tensions et justement de réconcilier peut-être les Sénégalais. Ndi Alpali Gaye, est-ce que le président Macky Sall s'est exprimé un peu tard ? Très tard et malheureusement il a su très tard cette union familiale, cette symbiose nationale, parce qu'il aurait dû le commencer très tôt. Mais après avoir divisé la nation sénégalaise, c'est trop tard qu'ils viennent nous ressasser ça. C'est trop tard pour lui. Mais il faudrait également que les leaders africains, les dirigeants africains, continuent à ressasser cette assertion d'un grand opposant africain qui disait que l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un, mais jamais au service de leur peuple. Partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de liberté, de démocratie et de souveraineté. Le 21e siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix, endormi depuis très longtemps. Fin de citation. Il faudrait qu'il le sache. Oui, mais le président Macky Sall, on l'a entendu, a quand même essayé de toucher la fibre sensible, on dira, de ses compatriotes, notamment de la jeunesse. Bigué Ndiaye, le président Macky Sall a tenu un discours qui a, en tout cas, des airs de discours de père de famille, de père de la nation, pour essayer de faire en sorte que cette haine qui grandit, ces rancœurs finissent peut-être par se dissiper. Je vous remercie, Aziz. Alors, permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu un enfant dans ces manifestations. Je présente aussi mes condoléances à tout le peuple sénégalais qui aujourd'hui a le cœur meurtri de voir ces enfants tués directement sous leurs yeux et sans avoir les capacités de pouvoir réagir. Alors, moi, ce que je peux dire par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, c'est je crois qu'il faut qu'on fasse d'abord
il faut qu'on fasse d'abord, il faut qu'on remonte un peu l'histoire pour voir d'où ça vient tout ça. Aujourd'hui, on nous parle de Ousmane Sonko, mais je crois que le problème du Sénégal dépasse carrément la personne de Ousmane Sonko. Je crois que c'est un ras-le-bol généralisé qui était là, qui était latent, qu'on pouvait quand même palper, qui était palpable, et le président Macky Sall n'a pas su écouter les Sénégalais. Il n'a pas su écouter les Sénégalais, il n'a pas tendu l'oreille à la nation sénégalaise. Lui qui est le père de la nation, qui aujourd'hui, sa nation brûle, mais il n'est pas là, on ne l'entend pas. Les populations sont sorties, tout le monde a demandé après lui, il était aphone, complètement aphone, jusqu'à ce que l'irréparable soit commise, pour qu'après, qu'il vienne tardivement nous dire ses sentiments, que je crois que les Sénégalais n'y croient pas du tout. Mais Maître Jacques-Brice Momnougui, est-ce que justement dans ce type dans ces cas de figure, lorsqu'il y a de grosses manifestations avec le niveau de violence qu'on a vu, eh bien il ne faut pas prendre le taureau par les cornes et organiser sa communication pour réagir rapidement? Avant d'y venir, je pense qu'il est important, quand on est tombé, de regarder où on a glissé. Un proverbe africain dit que le soleil ne fait pas bouillir la marmite. Si vous voulez manger, il faut aller dans la forêt, couper du bois, allumer votre feu vous-même. Vous n'attendez pas que le soleil vienne cuire les aliments. Voilà le Sénégal aujourd'hui, après une période d'incertitude latente et du fait de la pandémie. Je reprends ici les mots de Malick Sall, ministre de la Justice du Sénégal. Du fait de la pandémie, depuis 1 an, les gens sont confinés, privés de liberté, privés de travail, privés de vie de famille, privés d'être ensemble. Les barrières sociales pour un Sénégalais, pour un Africain, le contact est essentiel. Et voilà Malick Sall qui s'est exprimé sur au-delà des problèmes internes qui concernent le pays concerné, les mesures occidentales, quand on les implémente de manière inadaptée à un pays comme le Sénégal. Et aujourd'hui, je crois que ce n'est que le retour de la poule au poulailler, malheureusement. Les Sénégalais semblent exprimer un véritable ras-le-bol, une absence de perspective pour la jeunesse, une absence d'avenir pour certains, et tout à fait, peut-être un ras-le-bol vis-à-vis de ce système qu'on a longtemps vanté comme étant très démocratique et qui aujourd'hui semble un peu s'essouffler. Mais justement, on précise que le ministre sénégalais de la Justice s'est exprimé sur une chaîne internationale ce lundi pour essayer d'expliquer ce qui est arrivé. Mais ce ras-le-bol vient de quoi? Est-ce que c'est la conséquence peut-être de l'élection présidentielle, par exemple, qui n'a pas été du goût de nombreuses personnes, de nombreux acteurs bien organisés? Je pense qu'au-delà de cela, il y a pour moi ce que j'appelle des fautes de forme. Vous avez un individu qui est un opposant, donc qui est assez suivi, qui est convoqué pour une affaire de viol. Si on parle d'un point de vue du droit, s'il ne s'agit que d'une plainte. À ce stade, il bénéficie de sa présomption d'innocence. Qu'est-ce qui empêche qu'il soit placé sous contrôle judiciaire? Pourquoi toujours pousser l'escalade jusqu'à mettre les personnes dans la détention provisoire alors que nous sommes au stade du démarrage d'une enquête? Je pense que ça a été une faute de forme qui a trouvé sur le terrain des problèmes de fond et qui aujourd'hui aboutissent à une revendication beaucoup plus générale dont on ne sait pas aujourd'hui quelle est vraiment la finalité. Est-ce que la finalité c'est l'organisation de nouvelles élections? Est-ce que c'est le départ du président? Est-ce que c'est simplement la justice sociale? Aujourd'hui on n'en sait trop rien. Ce qu'on constate c'est que le Sénégal est un havre de paix, un pays à une démocratie bien ancrée. On a vu des beaux changements au Sénégal, les mouvements de Sopi qui nous ont tous inspirés. On a vu beaucoup de belles choses au Sénégal, mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui fondamentalement,
Je crois que c'est quelle démocratie voulons-nous pour l'Afrique? Est-ce que l'alternance est synonyme forcément de développement? Je crois que ce que les Africains veulent aujourd'hui, c'est de la justice sociale, c'est du développement économique et c'est que tout le monde puisse dans un pays avoir des perspectives d'avenir. Lorsqu'on prend des mesures de restriction, je reviens sur le Covid, en disant c'est ça qu'on va faire parce qu'on a vu faire ailleurs, lorsqu'on met des couvre-feux, lorsqu'on va à Dakar, qu'on veut aller manger un bon dibi, on ne peut plus faire cette petite activité parce qu'on est enfermé, parce qu'on ferme je ne sais pas à quelle heure, parce qu'on copie des modèles, tout cela est inadapté. Je crois qu'aujourd'hui la réponse qui doit être donnée doit être une réponse de fond et pas simplement une réponse de forme. C'est bien et on peut que se louer le fait que le président appelle au calme, au dialogue, mais sur le fond, est-ce que les problèmes de fond, lorsque ces Sénégalais vont être réglés? Est-ce que le problème des opposants politiques va être réglé? Est-ce que le problème de la justice non politique va être réglé? Il y a beaucoup de questions qu'on peut poser et qui méritent aujourd'hui, à mon avis. Et il est bon, avant d'en venir à Ndi Alpali Gueye, maître Jacques-Brice Momnogui, de rappeler succinctement qu'est-ce que c'est que le contrôle judiciaire pour que ce soit clair pour tous les téléspectateurs. Oui, tout à fait. Lorsque une personne est poursuivie, elle bénéficie de la présomption d'innocence. Ça veut dire qu'en d'autres termes, le principe qui est posé par le Code de poursuite pénale sénégalais ou la plupart des codes de poursuite pénale d'ailleurs au monde, c'est que la détention, l'enfermement d'une personne est une mesure exceptionnelle. Le principe, c'est que la personne doit toujours être libre au temps des poursuites. Et si on estime qu'elle peut disparaître, on peut mettre en place ce qu'on appelle un contrôle judiciaire, c'est-à-dire on va le laisser en liberté en lui demandant simplement de respecter un certain nombre d'obligations. En ce qui concerne M. Sonko, de ce que j'ai vu, je n'ai pas le dossier, de ce que j'ai vu dans les journaux, il aurait l'obligation de se présenter une fois par mois au tribunal, de ne pas sortir du territoire sans autorisation. Donc il y a des mesures qui sont restrictives à sa liberté, mais il jouit de sa liberté, sauf de parler du dossier par exemple, et de ne pas également se mettre en relation avec la victime présumée, etc., etc. Mais c'est très important que nous ne cédions pas à cette manipulation. Nous sommes dans une période assez trouble. La présomption d'innocence est un principe cardinal. Le fait de porter plainte ne veut pas dire que les faits sont établis. Il faut laisser la justice faire son travail et permettre que les gens soient jugés dans la sérénité. Lorsque vous mettez quelqu'un en détention provisoire, vous l'affublez déjà du véhicule d'une culpabilité qui n'a pas encore été prononcée. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut faire attention avec cette détention provisoire parfois précipitée et le fait qu'en Afrique, on ait encore un peu trop le réflexe de considérer qu'une plainte vaut forcément condamnation. Une plainte ne vaut pas forcément une condamnation. Vous faites bien de le rappeler, maître Jacques-Brice Momnogui. Ndi Alpali Gueye, on a entendu justement le ministre de la Justice répondant aux questions d'une journaliste de la presse internationale ce lundi indiquer les points qui ont été énumérés par maître Jacques-Brice Momnogui comme étant des facteurs en tout cas qui ont favorisé ce ras-le-bol latent et cette explosion vu que les gens sont confinés. Vous pensez, vous également, que le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 a été un facteur aggravant? Oh, vous savez, je l'ai entendu incriminer les écuries des lutteurs, des écuries de lutte. Vous savez, nous, nos mensonges d'État, dans la plupart des États africains, les mensonges d'État nous ont rattrapés. C'est ça le problème. Donc, quand on est à la tête d'un pays, il faut savoir partager les informations et, disons, être sincère. Parce qu'un pays, c'est pas un lambeau, disons, une étoffe ou autre chose. Un pays, c'est très sérieux. On ne le gère pas n'importe comment, de façon clanique. Avec des lobbies, c'est pas sérieux. Donc les mensonges viennent de les rattraper. Et je pense que pour se défaire de la furie populaire, ce sera très difficile pour eux de se défaire de cette furie-là. Parce que la politique du ventre mou ou du ventre creux, maintenant ces temps de l'époque de Foccart, ces temps ont changé. Maintenant c'est une nouvelle génération, une nouvelle race d'Africains très éveillés, très avertis, très alertes sur leurs problèmes.
parce qu'il ne faudrait pas que l'Afrique continue à être un mendiant assis sur une mine d'or, comme le dit Jean Ziegler. C'est pas sérieux. Il faut partager, le sens du partage. Nos ressources sont inépuisables. Il faut mettre ces ressources à la disposition des Africains. Mais je ne peux pas comprendre à Dakar. De 1960 à maintenant, il y a des abris provisoires. Les enfants ne vont plus à l'école. Donc, ils ne sont plus formés. La santé, vous savez, il n'y a plus d'emploi, il y a beaucoup de chômeurs. Et tout ça, la sécurité à lambeaux. Donc, ils n'ont rien foutu. Ils se justifient comme ça. Ils tournent autour du pot, mais ils n'ont rien. Ils n'ont aucune recette à donner au peuple africain. C'est passé. Ils nous ont tout le temps menti. Tout le temps. Alors, et là, c'est Bigué Ndiaye qui, sur ce point-là, va être amené à réagir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à reprocher, peut-être au président Macky Sall par l'opposition, mais il y a aussi des réalisations qui ont d'ailleurs été saluées ces dernières années. Alors, Aziz, moi, les réalisations qu'on a vues au Sénégal jusqu'à maintenant, c'était des projets de Abdoulaye Wade. Toutes les réalisations que Macky Sall a inaugurées jusqu'à maintenant, c'était des projets de Abdoulaye Wade. C'est la continuité de l'État. Donc il a poursuivi l'exécution des projets. Mais c'était l'idée de Abdoulaye Wade. C'était le projet de Abdoulaye Wade. C'est Abdoulaye Wade qui a lancé ces projets-là. Mais Macky Sall, président lui-même, moi à mon niveau, j'ai pas encore vu un projet que Macky Sall a mis en place et qu'il a réalisé, qu'il a amené jusqu'au bout. Aujourd'hui, on parle du TER, le train express régional, jusqu'à là où je vous parle, il roule pas. On a entendu parler des milliards qui ont été mis dans ce projet, mais jusqu'à présent, les Sénégalais n'utilisent pas ce train-là. Le train ne roule pas, personne ne voit le TER. Et le problème qui se pose aujourd'hui au Sénégal, est-ce que je vais rebondir sur ce qu'a dit le ministre de la Justice, mais c'est pas que le ministre de la Justice qui a parlé, il y a aussi le ministre de l'Intérieur, la ministre des Affaires étrangères, Madame Aïssata Tall Sall, qui a traité les Sénégalais de terroristes. Moi, je veux attirer l'attention sur ça. Les Sénégalais, ce ne sont pas des terroristes, les Sénégalais. Est-ce qu'elle a parlé de Sénégalais terroristes ou bien justement des terroristes, vu qu'on est au Sahel, qui pourraient être tapis dans l'ombre pour, sait-on jamais, profiter du chaos? Bigué Ndiaye? Oui, Aziz. Oui, je disais qu'on est, en ce qui concerne le Sénégal, on est quand même au Sahel et il y a des risques terroristes réels aussi. Oui, mais là, ils ont parlé de forces occultes, de forces obscures qui actuellement sont en train de motiver les jeunes. Et c'est pas ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas de forces occultes ou forces obscures qui motivent les jeunes. Non, non, non. Aujourd'hui, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. Nous sommes dans un état de droit. Les Sénégalais, ils ont plus confiance à la justice sénégalaise. Chat échaudé craint l'eau froide. Aujourd'hui, on a vu Khalifa Sall, il a été mis en prison. Les Sénégalais n'ont pas compris, n'ont toujours pas compris pourquoi. Karim Wade, il l'a exilé, Macky Sall. On ne sait pas pourquoi Karim Wade a été exilé. C'est pas clair dans la tête des Sénégalais, on ne comprend pas. Barthélémy Diaz, tous ces gens-là, ils ont été mis en prison. Et aujourd'hui, si on nous dit oui, que Sonko, il a violé une fille, mais les Sénégalais ne peuvent pas y croire. Ils vont toujours dire que, ok, c'est encore un autre complot. Mais le problème est qu'il faut que les Sénégalais soient d'égale dignité devant la loi, devant la justice. Et c'est Macky Sall lui-même qui est sorti, qui a dit aux Sénégalais, parce que Macky Sall, moi je trouve qu'il communique très mal. Et c'est lui qui monte la colère chez les Sénégalais. Quand il sort et qu'il dit aux Sénégalais que, écoutez, les corps de contrôle, ils ont épinglé beaucoup de personnes dans mon entourage, mais j'ai mis le coude sur pas mal de dossiers. Mais ça, c'est attiser la haine. Les Sénégalais, ils ont faim. Les Sénégalais ont soif. Si le président lui-même sort, qui nous dit, ouais, ok, il y a des voleurs, vous avez raison. Mais ces voleurs, leur dossier, c'est moi qui ai mis le coude dessus.
Mais il y a un problème. Abdoulaye Wade nous avait dit, si vous n'êtes pas content, sortez. Vous manifestez, mais mettez des brassards rouges que je vous vois. Je vais vous écouter et je vais vous entendre. Macky, il sort, il nous dit, non, mais écoutez, moi, vos brassards rouges, je ne les vois pas. Vous pouvez mettre des brassards rouges, c'est comme si je ne vois pas du rouge, moi. Il n'accepte pas que les Sénégalais sortent manifester, mais c'est pas normal. Et bien ça, c'est toute une histoire, tout un ras-le-bord. Si on fait si on remonte un peu plus haut, on voit que on savait que ça allait arriver là aujourd'hui. Macky Sall, je crois que normalement ces analystes qui ont tâté le terrain, qui ont fait leur propre sondage, ils ont dû lui dire que, écoutez, d'ici 1 an ou d'ici 2 ans, les Sénégalais ils vont sortir dans la rue. Et il y a eu heureusement d'ailleurs la médiation des religieux qui a été saluée. Il y a eu également l'appel de l'ancien président Abdoulaye Wade qui justement conseillait au président Macky Sall mais également à la justice de tout faire de façon sage, de façon à ne pas aggraver la situation. On a le sentiment peut-être que cet appel a été entendu, mais nous vous proposons maintenant, avant de poursuivre, d'entendre Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, qui s'est exprimé après son inculpation hier lundi au siège de PASTEF, sa formation politique. Je crois qu'on peut passer sur la minute de silence. Commencer par remercier tous nos guides religieux et coutumiers. Pour une fois, le rôle de stabilisateur et de médiateur qu'ils ne cessent de jouer. Lorsque nous, hommes politiques, nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal avec ses spécificités. Et c'est une grande chance pour le pays. Féliciter, encourager et remercier toutes les femmes qui ont pris part à ce combat, puisqu'on est dans la journée du 8 mars. Et dire aux Sénégalais que j'ai le cœur lourd. Depuis quelques jours, mon sommeil se trouve très perturbé. Non pas par l'affaire en question, parce qu'elle me reste de marbre, mais parce qu'il y a eu trop de dégâts, trop de victimes, trop de meurtres, puisqu'il s'agit de meurtres, d'assassinats, trop de blessés, trop de personnes faites prisonnières, trop de familles éprouvées. Et évidemment, nous nous sentons plus ou moins redevables de tous ces gens-là qui ont pris sur eux de mener ce combat. J'ai dit tantôt, je me suis permis de lire la liste. Nous avons aujourd'hui 10 cas confirmés de personnes qui ont été lâchement assassinées et dont Macky Sall porte la responsabilité de leur assassinat. Plus 4 autres ou 5 autres personnes qui restent à être confirmées. 10 personnes, 10 meurtres au Sénégal, c'est trop. Nous sommes un pays apaisé, un pays qui n'a pas une tradition de violence, un pays connu mondialement pour son climat fait de stabilité, de fraternité, de convivialité. Mais le seul qui porte la responsabilité de toute cette situation s'appelle M. Macky Sall. Et qu'est-ce qui nous a amené à cette situation? Je résumerai simplement par la cupidité, la boulimie de pouvoir d'un homme qui ne connaît que le complot contre ses opposants, adoubé par une cour de laudateurs dont les plus en vue sont ses 4 affidés. Ousmane Sonko, leader de PASTEF, qui s'exprimait hier lors de la conférence de presse donnée après son inculpation. Ndiaye Paligay, il faut bien que les Sénégalais se parlent et que la classe politique justement comprenne l'intérêt d'apaiser le climat social pour préserver la démocratie et l'état de droit. Finalement, tous ces discours ont mis chacun dans son rôle. Le président Macky Sall qui s'est exprimé en tant que chef de l'État et en tant que père de la nation, et Ousmane Sonko qui tient lui aussi son rôle désormais de véritable chef de l'opposition au Sénégal.
l'exception sénégalaise, sans verser aveuglément dans un ethnocentrisme débordant, est surtout une réalité indéniable grâce à notre volonté commune de vivre ensemble dans une même nation fière de ses filles et fils qui auront très tôt transcendé les considérations ethnicistes, claniques, en plaçant la nation au cœur de toute autre considération fallacieuse. Les confréries religieuses y auront et continuent à y jouer un rôle déterminant, que ce soit chez les musulmans comme chez les catholiques. Elles auront réussi à y fédérer des fidèles venant d'horizons et de sphères différents, créant ainsi un très fort taux de métissage ethnique par le biais des mariages interconfessionnels, interethniques. Les leçons à tirer, il y a aussi des leçons à tirer après avoir regretté les dizaines de morts, c'est d'interroger notre conscience sur les mensonges d'État en Afrique. Certains dirigeants sont prêts à toutes sortes de bassesses pour ternir, liquider leurs adversaires politiques en utilisant l'appareil d'État pour assouvir leurs fins. Le peuple est le dernier rempart. Oui, le peuple est le dernier rempart et vous le rappelez si bien, Ndiaye Pali Gueye. Il faut quand même, maître Jacques-Brice Momnogui, dans tous les cas, savoir raison garder pour préserver l'essentiel. On parlait du vivre ensemble. Oui, il faut d'abord rappeler que pour les Africains, le Sénégal, ce n'est pas n'importe quel pays. Le Sénégal, pour un panafricaniste comme moi, c'est le pays de Cheikh Anta Diop, c'est le Sénégal, c'est le pays également de Senghor en ce qui concerne la poésie, mais le Sénégal encore, en matière de démocratie moderne, disons les années après 90, a incarné pour beaucoup d'Africains le pays où chaque Africain se disait vouloir vivre, du moins d'Afrique francophone, parce qu'il y avait une transition démocratique, une alternance démocratique. Mais il ne faut pas oublier quelque chose de fondamental. Je crois que les Sénégalais sont tous sauf des gens faibles, sont tous sauf des gens soumis. Les Sénégalais ont démontré dans l'histoire qu'ils sont capables de s'unir et de faire des changements importants. Je crois qu'aujourd'hui, le dialogue est évidemment important. Je pense que le peuple sénégalais sait dialoguer, c'est le peuple de la Teranga, il trouvera les moyens de dialoguer, mais je crois que le dialogue ne peut être réel et efficace que si d'abord des problèmes de fond. Madame Ndiaye parlait tout à l'heure du problème de la justice. Sinon, on a l'impression qu'il n'y a pas de justice sociale, qu'une justice est politique. Comment voulez-vous que les gens adhèrent à une unité nationale ou à un projet national? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a il y a eu des faits qui ont été commis, il y a eu lors des élections des choix de candidats, des conditions qui ont été changées. Le peuple n'a pas l'impression d'avoir vraiment été associé aux dernières élections ou au scrutin national. Il y a beaucoup je ne vais pas dire d'affect, mais beaucoup de colère dans tout ça. Je crois qu'il est aujourd'hui sain, c'est sain que le dialogue puisse s'instaurer, mais à condition que les problèmes de fond soient abordés et que le président, comme il a fait, prenne celui avec humilité en tant que justement chef de l'État, de rassembler tous ses fils et de dialoguer avec eux en abordant également les questions de fond et en laissant peut-être simplement l'opposition politique continuer à exister et au sein de l'État sénégalais. Je crois que quand on le voit de loin, c'est ce que l'on ressent. Pour parler de ce que la dernière élection, les conditions pour être candidat ont été tellement changées. Il faut rappeler qu'il y a eu... tout cela a créé beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, avec encore une fois la pandémie et la pauvreté qui s'installe, il va sans dire qu'il va falloir trouver les moyens, plus que le dialogue, mais des actions concrètes pour apaiser la nation. Mais Jacques-Brice Momnogui, il y a eu un dialogue engagé juste après l'élection présidentielle, vu les tensions qu'il y a eu, même si les conclusions ou bien la participation n'a pas été forcément
forcément celle de tous les acteurs politiques, parce qu'il y avait le Parti démocratique sénégalais qui en partie n'était pas d'accord. On peut considérer que finalement, comme l'ont indiqué de nombreux observateurs, les raisons qui ont poussé à cette forme d'insurrection sont beaucoup plus profondes. Et là, c'est Bigué Ndiaye qui l'a souligné tantôt, mais c'est aussi aux acteurs politiques de proposer des solutions, Bigué Ndiaye. Oui, Aziz, seulement le problème qui se pose aujourd'hui, je crois que les acteurs politiques, bon, après moi, je suis pas politique, je suis pas les acteurs politiques dans ce qu'ils font. Ce que je sais et ce qui se passe aujourd'hui et hier au Sénégal et qu'on risque de vivre encore dans les temps qui viennent, c'est qu'il y a il y a la crise pandémique déjà qui est là, mais il faut que Macky Sall, le président lui-même, accepte qu'il y a une crise sociale qui est là depuis très longtemps, qu'il y a une crise économique qui est là depuis très longtemps, et qu'il faut essayer, lui, en tant que président de la République, de trouver des solutions par rapport à toutes ces crises. Les Sénégalais se battent contre l'impunité, ils se battent contre l'injustice, ils se battent contre le détournement des deniers publics. Les Sénégalais, ils ne peuvent pas pardonner le président Macky Sall d'avoir mis le coude sur certains dossiers qui ont été épinglés par les corps de contrôle. Ça, les Sénégalais ne peuvent pas le pardonner à Macky Sall. Ils vous disent que si Macky Sall avait laissé la justice faire son travail par rapport à tous ces dossiers qui ont été épinglés, les Sénégalais ne seront pas à ce niveau de pauvreté. Et les dossiers qui ont été épinglés aujourd'hui par les corps de contrôle, c'est quelque chose qui est là, qu'on voit, c'est du vrai. Ça n'a pas été inventé. Vous voulez parler de l'affaire Petro-Tim ? Vous voulez parler de l'affaire Petro-Tim ? Alors on a quelques problèmes de liaison peut-être avec Bigué Ndiaye, mais on va revenir. Je vous entends là. Ouais. Là vous m'entendez. Je vous entends, Aziz. Je disais que vous faisiez allusion à l'affaire Petro-Tim. Cette affaire de contrat gazier. J'entends plus. Le son est parti. Ouais. Bon, mais on va poursuivre d'abord avec Maître Jacques-Brice Momnogui pour aborder cette fois un autre volet de cette émission. Il s'agit de l'actualité en Guinée équatoriale après le Sénégal. On rappelle que pour le Sénégal, nous avons évoqué ce qu'il s'y passe sous le thème préserver la démocratie et l'état de droit au Sénégal, en compagnie de Yalpali Gaye, journaliste indépendant résident au Sénégal, mais également de Maître Jacques-Brice Momnogui et de Bigué Ndiaye, qui est présidente de Sahel Urgence Climat, qui est également ingénieur système qualité sécurité environnement. Un débat qui a porté donc sur les dernières violences au Sénégal et l'inculpation finalement ce lundi d'Ousmane Sonko et bien sûr les appels à l'apaisement des acteurs politiques, mais également des guides religieux et bien sûr de l'ancien président Abdoulaye Wade. En Guinée équatoriale, nous disions dimanche, il y a eu une série d'explosions à Bata, la capitale économique du pays, des explosions qui ont finalement fait à ce jour 98 morts, selon un bilan officiel, 98 morts. Il faut expliquer que le dimanche, donc, il y avait des gens qui étaient restés ensevelis dans les décombres et qui ont finalement été sortis de ces décombres progressivement hier, mais malheureusement trop tard pour la majorité. Maître Jacques-Brice Momnogui, ça pose le problème de l'organisation
sécuritaire de nos villes, avec en Afrique centrale précisément cette tendance à garder des munitions lourdes dans des endroits qui se trouvent entourés d'habitations. Oui, tout d'abord, il y a deux choses qu'on peut dire à ce sujet. La première de ces choses, on peut regretter les morts. Il faut quand même considérer qu'un accident peut arriver, quel que soit le lieu où on garde des armes, un accident peut arriver. Le problème de fond, il est celui véritablement de la prolifération des armes ou la détention des armes. Vous savez, Thomas Sankara, dans son dernier discours à l'Union africaine, il avait cette remarque, cette pensée qui m'est venue à l'esprit quand on avait évoqué ce sujet, c'est de dire qu'à chaque fois qu'un État africain, un Africain achète une arme, c'est toujours contre un Africain. Je pense que véritablement, c'est vrai que l'Afrique centrale fait face à un véritable défi sécuritaire avec Boko Haram, avec tout ce qu'on peut voir autour. Mais je pense également qu'il est temps que nos États prennent un modèle social et construisent un modèle social qui permette à des gens de vivre en toute sécurité. Ce n'est pas parce qu'on est surarmé, selon le modèle que nous avons vu, qu'on vit véritablement en sécurité. Alors des drames comme ceux-ci, bien sûr, peuvent être évités si on suppose qu'on arrive à mettre les armes dans des endroits où il n'y a pas d'habitation. Mais j'aimerais quand même rappeler qu'un accident reste un accident. On ne peut pas être responsable d'un accident s'il arrive sans que on ait forcément voulu. Effectivement, de plus en plus de détention d'armes, que ce soit par l'État ou par d'autres bandes armées, posons-nous la question véritable, est-ce qu'on peut arriver, comme disait Sankara, à se désarmer pour avoir une véritable sécurité? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui, et c'est une question de fond. Parce que l'on croit que le modèle qu'on nous a vendu, le modèle post-révolution, le modèle colonial, c'est plus on est armé, plus on est en sécurité. En fait, on se rend compte aujourd'hui que soit on se fait dérober les armes, soit on a des explosions, soit on n'arrive pas à les gérer, il faut les changer, et surtout cette économie-là ne profite pas à l'Afrique, parce que les armes ne sont pas fabriquées en Afrique. Donc moi, je mets vraiment sur le débat la question de fond qui est celle de l'armement de nos États, du surarmement de certains de nos États, et de la question véritable de fond qui est celle comment d'arriver à avoir une véritable sécurité sans une détention d'armes aussi dangereuses. Il faut rappeler qu'en 2012, il y a eu une explosion similaire à Mpila au Congo-Brazzaville, une explosion qui avait fait également des dizaines de victimes et 14 000 sans-abri. Là, dans l'urgence, il est question d'organiser les secours, de porter secours à la Guinée équatoriale, notamment pour ce qui est d'abord des pays limitrophes. On a justement appris que de nombreux blessés ont été acheminés dans ces différents pays vu que les structures sanitaires là-bas n'étaient plus en capacité de les accueillir. La Guinée équatoriale a besoin d'être soutenue. Il y a le contexte du Covid-19, la crise sanitaire du Covid-19 qui a fait que les hôpitaux étaient déjà complets en ce qui concerne les lits et les possibilités de prise en charge. Je ne sais pas s'ils étaient complets du fait du... Bon, mais pour les informations que nous avons reçues, la crise sanitaire du Covid-19 en Guinée équatoriale ayant déjà fait en sorte que de nombreuses places soient occupées, eh bien, il n'était plus possible de prendre en charge ces nombreux blessés. Oui, c'est une chose. Bon, il faut rappeler que la Guinée équatoriale, avec tout le respect qu'on a pour ce pays qui s'est vraiment bien développé ces dernières années, reste géographiquement un petit pays. Donc, donc le pays n'est pas extensible en termes de place. Mais cela étant dit, je crois qu'on ne peut pas se désoler du fait que les pays voisins portent assistance, que c'est plutôt une bonne chose, moi je pense, puisque nous parlons de la zone de libre-échange continentale africaine, nous parlons de l'ouverture des frontières. Mais si le voisin peut rendre service à l'autre, je pense que tout Africain ne peut que s'en réjouir. Le problème encore que se pose, vous parlez des structures sanitaires, je n'ai pas regardé la dernière, le taux de mortalité de Covid-19 en Guinée équatoriale, mais je ne pense pas qu'il soit tel que les structures médicales soient surbookées. Je crois que ce qui est beaucoup plus fondamental, encore une fois, et vous l'avez posé la question, c'est où garder les armes, comment les sécuriser, parce qu'une autre question se pose aussi qui est une question stratégique. Il faut pouvoir garder les armes à un endroit où on peut rapidement les récupérer pour intervenir. Il faut pouvoir garder les armes,
par des personnes envers qui on a confiance. Il faut pouvoir garder des armes dans des endroits qui ne sont pas des endroits qui sont des endroits stratégiques. Alors, est-ce que ce sont les habitants qui, comme on le voit soit en Afrique, sont venus construire parce qu'il n'y a pas de politique aussi d'urbanisation, il faut dire ce qui est. Parce que si on a des zones sécurisées et qu'on ne met pas une politique d'urbanisation, ben les gens vont s'installer là. Donc, on peut se poser beaucoup de questions, mais cela dit, on ne peut que regretter les morts et regretter qu'il n'y ait pas assez de sécurisation qui soit mise en place autour de la garde d'armement et que de tels accidents puissent se produire. Mais encore une fois, un accident peut toujours arriver, quelles que soient les mesures que l'on prend. Bigué Ndiaye, c'est vrai que vous n'êtes pas spécialiste en armement, mais vous êtes une spécialiste des questions d'environnement. Dans quel contexte, dans quel environnement, dans quel espace doit-on en principe garder ce type de munitions ? Alors, bon, je suis spécialiste de l'environnement, mais je suis un peu spécialiste aussi de la sécurité. Donc, je crois que, voilà, que ça soit par rapport à l'environnement ou à la sécurité, alors je crois que dans un état qui se dit sérieux, on ne peut pas comme ça faire rentrer des armes, garder des armements dans un endroit, alors qu'on n'a pas fait en amont une étude pour voir si est-ce que dans cet endroit il faut vraiment garder des armements ou pas. Il faut que les États africains, à chaque fois qu'ils sont sur un projet, qu'ils fassent une étude en amont par rapport à la sécurité. D'abord, il faut mettre en place des contrôles de tous ces armements qui rentrent dans les nations africaines, mais en même temps, des armes qui rentrent dans un pays, il faut que les experts en sécurité, les experts en environnement descendent sur le terrain, sur le site, qu'ils fassent des recueils de données, qu'ils fassent une analyse succincte de l'état de l'environnement pour pouvoir ressortir des conformités en disant oui, ok, là on peut garder des armes. S'il y a des non-conformités, on met en place des plans d'action. On se dit ok, là on ne peut pas garder des armes parce qu'il y a tel danger, il y a tel danger. Donc il faut étudier les risques. Avant de mettre des armes dans un endroit, il faut étudier les risques dans l'environnement de la nation, l'environnement du pays, de la capitale, de l'endroit où on garde l'endroit où on garde les armes, où on décide de nous dire bon, on veut garder nos armes ici, mais il faut qu'il y ait des experts qui descendent sur le terrain et qui étudient le terrain. Qui ressortent des conformités ou des non-conformités pour dire ok, c'est un endroit où c'est possible de garder des armements, ou quand c'est pas possible, on essaie de changer d'endroit. On trouve de toute façon des actions, des actions correctives ou mettre en place des actions des actes de conformité pour pouvoir mettre en sécurité non seulement ces armements, mais en sécurité les populations aussi. En tout cas, des questions de sécurité qui interpellent parce que dans plusieurs pays africains, notamment d'Afrique centrale, il est relevé que des camps militaires sont entourés d'habitations dans des quartiers populeux et cela, justement, fait craindre en cas d'accident, justement, des problèmes graves et des dommages très important qu'il serait difficile à contenir dans l'immédiat. En tout cas, dans la sous-région d'Afrique centrale, les États membres expriment leur solidarité aux pays frères de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui également en appelle à la solidarité internationale pour faire face à ce grave accident. On précise qu'il y a de sources officielles en ce moment au moins 98 morts, pour ne pas dire une centaine de morts et 615 blessés. Ndiaye Pali Gueye est revenu. On est justement sur la question de la Guinée équatoriale et sur la série d'explosions survenues ce dimanche à Malabo, la capitale économique, une série d'explosions qui a fait 98 morts et un peu plus de 600 blessés selon un bilan officiel. Ndiaye Pali Gueye, ça ramène aux dispositions à prendre dans les différents pays africains pour la sécurité, notamment en tenant loin des habitations les munitions ou les armes lourdes.
Alors, Ndial Paligay n'est pas encore tout à fait en situation de nous répondre, mais nous sommes en train de conclure cette émission. Nous sommes arrivés au terme de ce rendez-vous de la tribune du mardi. On rappelle que nous avons eu l'honneur de recevoir Madame Bigendiaï, qui est présidente de Sahel Urgence Climat, qui est ingénieure système, qualité, sécurité, environnement, qui se trouve en France. Merci. Et nous avons également eu Maître Jacques-Brice Moumnougui, qui est consultant, avocat au barreau de Bordeaux, consultant pour la tribune du mardi, avocat au barreau de Bordeaux, panafricaniste et défenseur des droits humains. Et également Ndial Paligay, journaliste indépendant qui se trouve au Sénégal. Avec eux, nous avons fait le tour de l'actualité au Sénégal, mais également... Si je peux me permettre de te demander la parole, c'était pour souhaiter une bonne journée de la femme, même si nous sommes le 9 à Madame Diaye, et la remercier de nous avoir rejoints. Comme ça, nous n'avons pas fait un panel avec que des hommes, Aziz, donc ça progresse. Effectivement, nous avons, même si on n'a pas totalement respecté l'aspect genre, eh bien on est sur le chemin. En tout cas, merci beaucoup Jacques, et merci à Aziz aussi, et merci à Ndial Paligay. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir fait participer à votre émission, qui m'a beaucoup plu, et j'espère que ma participation a été bénéfique pour vous. Écoutez, on aura beaucoup de plaisir à reprendre contact avec vous à chaque fois que de besoin. Merci en tout cas à tous les téléspectateurs de la tribune du mardi qui nous suivent un peu partout dans le monde. On rappelle que Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, émet depuis le 1er mars 2021 de Dakar au Sénégal. Très bonne suite de programmes sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.